Voilà. Hop. Bonjour à tous. Bonjour. Pour vérifier que ça fonctionne bien, est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous peut nous dire s'il nous entend bien? Oui, est-ce que vous nous entendez bien? Toujours le moment. Allô la Terre, ici Manageduc. Bonjour. Donc je répète notre question. Normalement on a basculé, vous devriez bien nous entendre, mais n'hésitez pas à nous. Oui, donc Sandrine Oui, nous dit on nous impeccable. entend. Cyril, impeccable, c'est parfait. Parfait, très bien. Eh ben super. Bonjour, bonjour à tous. Peut-être heureux de retrouver certains sur ces temps Manageduc. Simplement, je vous rappelle que ces temps sont proposés par l'association Synlab, qui est persuadée que dans cette période de transition sociétale, les questions d'éducation sont au centre des évolutions et donc propose régulièrement un certain nombre de webinaires et de rencontres comme cela. Sur les règles de fonctionnement, il y a Jeanne qui est un peu, j'allais dire, la technicienne de ce moment qu'on remercie et qui est en sous-main. Vous la verrez apparaître, je crois, sous l'intitulé Synlab. Donc qui va nous faire remonter un peu vos questions, mais l'un des enjeux majeurs pour nous, c'est que ça soit participatif et que donc c'est par le chat que vous pouvez orienter nos réflexions et surtout les réflexions de notre experte. On aura 1 heure ensemble. On a prévu quelques temps avec Julia Dominique qui va bientôt se présenter quelques étapes, mais n'hésitez pas à chatter très sincèrement, à faire apparaître des choses et j'essaierai de les faire remonter. Et vous verrez aussi Jeanne par moment met des liens. Et dernier point, je vous demande un peu de compréhension. Moi, c'est non pas la première fois que je vais essayer d'être un peu facilitateur de ces temps d'échange avec une experte, mais en revanche, c'est la première fois que nous avons une experte qui se lance dans l'utilisation d'un tableau blanc, on va le dire comme ça, Julia. Et donc, voilà, c'est super, mais je vous rappelle qu'on est là aussi pour essayer de construire des nouvelles modalités. Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé, donc on s'arrêtera vers 18h02, 18h03. Voilà, on va essayer de 19h02, 19h03. Et Julia, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Puis après, moi, je me présenterai un tout petit peu. Ah, tout à fait. Merci Pascal et Jeanne. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julia Domini. Je travaille pour le cabinet Alternego. Alors du coup, j'inviterai Jeanne à mettre peut-être le lien vers le site pour que vous puissiez savoir un peu qui nous sommes et qui vous parle ce soir. Alternego, c'est un cabinet de conseil et de formation RH qui s'est rencontré à la base, enfin s'est créé à la base sur la rencontre entre des médiateurs et des négociateurs il y a une douzaine d'années. À cette rencontre, ils se sont rendus compte qu'au final, dans les collectifs, les moments où il y a le plus de tensions, où il y a le plus de dysfonctionnement, c'est justement quand il y a des conflits ou quand il y a des négociations, des enjeux un peu contraires qui ont du mal à se rencontrer. Ils ont fait un autre constat, c'est qu'il n'y a pas de performance économique, il n'y a pas d'efficacité dans le fonctionnement des collectifs professionnels, s'il n'y a pas derrière de la performance sociale, si les collectifs ne fonctionnent pas bien entre eux, si ce n'est pas fluide. Et je pense qu'on a tous pu très bien le constater ces 2 dernières années grâce à cette merveilleuse crise Covid qui nous a tous beaucoup touchés, que quand les collectifs fonctionnent bien, et ben en fait on fait rentrer les ronds dans les carrés, hein, on s'adapte, on fait en sorte que ça marche, etc. Quand le collectif commence à dysfonctionner, quand on commence à se tendre, à être trop stressé, quand il y a des gens qui commencent à partir en arrêt maladie, quand il y a des gens qui commencent à ne plus communiquer l'information parce qu'ils commencent à être en tension, en conflit, etc. Mais en général, c'est là où la variable d'ajustement, qui est principalement l'humain, fait que le reste ne suit plus, en fait. Et que parfois, ça arrive à un point où on n'arrive même plus à maintenir l'activité parce que ces problèmes ont pris trop d'ampleur. Donc, merci beaucoup, Julien. Moi, j'ai déjà quelques pistes, pour être très transparent, qu'on avait un peu prévu, mais effectivement, j'ai entendu la différence entre le mot conflit et le mot négociation. J'ai entendu aussi la question d'efficacité économique s'il n'y a pas de performance sociale. Donc, ce thème-là de performance sociale me semble intéressant à dérouler. Juste dire 2 choses. Le premier, c'est que ce webinaire
précède un second qui a lieu de mémoire dans 3 semaines, je crois, qui sera autour plutôt des négociations collectives et qui nous a semblé, et Julia, tu pourras nous dire un peu ton avis sur ce lien qui peut exister, et ce sera peut-être un peu sur la fin, entre la négociation individuelle et la négociation collective. Mais il y a là 2 temps, parce qu'il nous semblait que le sujet était suffisamment lourd pour qu'on puisse y passer 2 heures. Et le deuxième point, juste pour vous dire, donc je suis Pascal Gilles, je suis actuellement directeur adjoint du campus Versailles, c'est-à-dire conseiller de la rectrice de Versailles, mise à disposition du campus des métiers et des qualifications. Et il n'y a pas encore très longtemps, j'ai été chef d'établissement essentiellement sur l'Académie de Versailles, essentiellement en quartier politique de la ville, et aussi professeur pendant une bonne quinzaine d'années. Voilà. Et donc membre de Manageduc depuis presque le début de l'aventure, je crois, donc il doit y avoir 4-5 ans. Voilà. Donc Julien, peut-être nous préciser ce qu'est un conflit et ce qu'est une négociation, sachant que je pense que la grande majorité des personnes qui nous écoutent sont personnels de direction, et que donc pour eux, je ne suis pas sûr que les choses soient très précises. Quand on en avait parlé ensemble, pour moi, je faisais pas obligatoirement de différence entre ces 2 termes. Oui, alors effectivement, on a l'impression des fois que c'est plus un continuum, et en fait, on se rend compte souvent qu'on est dans un conflit quand on a un peu trop dépassé la limite de la négociation. La question déjà, c'est déjà quand est-ce que commence la négociation. J'essaie de réfléchir à la façon la plus appropriée. D'ailleurs, par rapport à cette idée de négociation, on va dire micro, dont on va parler aujourd'hui, et la négociation plus macro en termes de dialogue social dont vous allez parler dans 2 semaines prochaines ou 2 semaines, c'est ça 2-3 semaines, oui. Ouais, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes leviers qui s'activent, sauf qu'au lieu d'interagir entre individus, on interagit entre entités. Mais vous allez voir, je pense que c'est bien de l'avoir fait dans ce sens-là, parce que ce qu'on va se dire aujourd'hui va faire écho à ce que vous allez vous dire dans 2-3 semaines à l'échelle du dialogue social, puisque Alternego, on intervient à différents niveaux, donc au niveau individuel, au niveau collectif dans les équipes, au niveau des organisations, puisque il peut y avoir, en fait, quand il y a un conflit entre 2 personnes, on fait interagir, enfin on fait intervenir potentiellement un médiateur. Et en fait, quand le conflit, c'est plus entre des personnes, c'est entre des entités, on appelle ça du dialogue social. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup quand même de la négociation toujours, puisqu'il faut faire se concilier des intérêts qui sont parfois, qui paraissent en tout cas opposés, et puis dans un contexte de tension plutôt forte. Et là, vraiment, on parle de gestion de conflit. Alors nous, on verra peut-être la prochaine fois, parce qu'en plus, il y a à la fois des représentations syndicales et des représentations très clairement définies dans les établissements, mais il y a aussi, parce que c'est un peu la particularité de nos structures, on a quand même toute une grande partie des personnes qui interviennent dans un établissement qui ont un niveau de formation et qui sont quand même parfois un peu des auto-entrepreneurs de l'enseignement, concrètement. Tout ça fait que, à un moment donné, nos dialogues collectifs sont à la fois sociaux et pas complètement. Et moi, je voulais juste avoir un éclaircissement, peut-être en partant d'un cas très précis, qui est pas choisi complètement par hasard au niveau de l'actualité des établissements. Je suis membre de l'équipe de direction. Je suis en train de faire des plannings de surveillance qui changent les emplois du temps des professeurs, qui font que, sauf à faire des calculs très très lourds, mais ça sert pas à grand chose, certains vont faire 2 heures de plus que le voisin parce que c'est cohérent et que on n'arrive jamais à être complètement équitable sur ces questions-là. Et j'ai un professeur qui vient me voir et qui me dit Monsieur Gilles, il est hors de question, je ne travaille jamais le mardi, je ne travaillerai pas ce mardi-là pour surveiller telle classe qui est en train de faire ses épreuves de spécialité, son brevet blanc, etc., etc. Je dis ça parce que c'est souvent un travail de vacances d'avril, cette question-là. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Moi, ce que je voudrais, du coup, je vais faire une petite digression pour répondre à cette question-là. Et du coup, vous interrogez toutes les personnes, n'hésitez pas à participer via le chat. C'est se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses soient faites. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose à quelqu'un, que ça peut aller de faire accepter à un professeur un planning qui ne l'arrange pas, à faire la vaisselle à votre conjoint, ou à faire accepter
une partie d'un projet, une responsabilité à quelqu'un. Manageduc n'a pas encore osé s'attaquer aux relations familiales. Ça s'applique à tout. Ça peut être faire mettre la table à un enfant, comme faire accepter quelque chose ou faire prendre une décision à un collègue. Donc, ça peut être tout. Comment est-ce que vous faites faire quelque chose à quelqu'un? Quels sont les leviers que vous pouvez activer? Et alors moi, comme je pense qu'on ne pense bien qu'avec un crayon à la main, je vais vous partager mon écran pour faire des petits dessins. Voilà. Hop. Alors pour moi, je vois, c'est un peu petit, mais je vois parce que j'ai un petit écran là. N'hésitez pas à nous indiquer si effectivement c'est un peu juste. Hop, je mets un peu plus grand. Est-ce que ça aide ou pas vraiment? Oui, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait faire quelque chose à quelqu'un? Allez-y Julien, et moi je lis de toute façon le chat, et Jeanne a aussi la capacité de m'envoyer des éléments ou nous relancer si on passe à côté. Voilà. Mais on est tous d'accord sur le fait que le management est bien au cœur des missions d'un chef d'établissement, d'où ce nom d'ailleurs Manageduc qui avait été beaucoup discuté, et d'où sa racine qui est quand même latine à l'origine, passée par l'Angleterre, je pense avec Guillaume le Conquérant, et de prendre par la main. Et donc Anne nous dit en appelant à sa motivation. Est-ce que c'est une bonne réponse? Il n'y a absolument pas de mauvaise réponse. Faire le lien, motiver la personne, tout à fait. Comment est-ce que je fais faire quelque chose à quelqu'un? Comment est-ce que je fais faire? C'est plus facile en général de se projeter. Comment est-ce que je fais passer l'aspirateur à mon ou ma conjointe? Comment est-ce que je fais faire la vaisselle? Voilà, c'est des choses qui sont très quotidiennes. Mais en fait, c'est la même chose. Ce sont les mêmes leviers qui vont s'appliquer partout, vous allez voir. Un échange, c'est-à-dire un échange. Alors, en définissant un projet commun, le bien-être commun, donc effectivement, il va y avoir le motiver en tant que personne, il va y avoir l'intérêt collectif. Ouais. Comment est-ce que je vois, comment est-ce que je donne du sens, c'est ce qui ressort en premier, en expliquant. Alors, ça allait un tout petit peu plus loin, c'était même en explicitant. Voilà. Là, j'imagine que ça peut être des réponses en disant voilà, c'est un peu des choses que je faisais. Il y a tant d'heures de surveillance, vous êtes à peu près tant. Si je divise, ça fait à peu près tant d'heures travaillées. Comprenez que si je fais une cote très précise scientifiquement, vous allez venir certains pour 1 heure, ce qui est un peu aberrant. Et donc voilà la solution, et ça peut fonctionner. En informant individuellement avant, effectivement, en parlant de l'intérêt collectif, en lui montrant quel sera son propre intérêt, en anticipant le propre intérêt, ça renvoie peut-être à l'échange. Je ne sais pas si c'était ça. L'échange, j'imagine. L'échange, c'est quoi? C'est dans le sens donnant-donnant? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ok. Effectivement. Ou dit dans l'autre sens, on a des collègues qui sont tout à fait capables de dire moi ça me choque pas, je viens vous voir, j'aurais besoin de ce lundi-là exceptionnellement, même si on sait que pour nous c'est toujours compliqué, nos structures sont très contraintes à ce niveau-là, parce que le collègue qui a besoin de s'absenter un lundi pour des raisons personnelles, c'est compliqué, ça décale des cours, etc. Mais dans le même temps, il peut dire en donnant beaucoup. Donc on a politique du donnant. Alors cette période électorale fait que je crois qu'on renvoie à Ségolène Royal, mais je vois une proposition très intéressante, en se rappelant au cadre, un texte, le règlement, la loi, le cadre. Voilà, on a un cadre collectif. C'est dans le fonctionnement de l'établissement, c'est dans votre fiche de poste. On est censé le faire, tout à fait. Oui, mais avec une particularité, c'est que l'implicite est très présent dans la définition du métier d'enseignant. Il y a un référentiel quand même relativement précis maintenant du métier d'enseignant, mais sur ces questions-là, par exemple, est-ce qu'on appelle participer au projet d'établissement, c'est-à-dire un peu à cette partie non précisément définie, peut y avoir des vrais sentiments de frustration, et sur des choses qui peuvent nous apparaître, nous, un peu minimes en tant que personnel de direction, parce qu'on a 180 profs et que y a tant d'heures de surveillance à faire, et qu'à un moment donné 3 c'est peut-être pas si important, ça peut prendre un aspect très désagréable et sentir des personnes soit en pleurs, soit très très énervées par notre demande et notre refus de changer, ou ça peut être l'inverse, j'ai une surveillance, je suis prête à la faire, mais j'ai besoin de changer, comment faire? C'est très beau les propositions qui remontent, donnant,
comment expliquer collectivement, voilà, trouver l'intérêt individuel, l'intérêt collectif. Très bien. En vrai, si jamais vous êtes, si je reprends le cercle personnel, parce que je pense que si ce levier n'est pas encore ressorti, c'est un biais dû à vos positions particulières. Comment est-ce que vous faites mettre la table ou ranger sa chambre à un enfant? J'entends en écoutant, en essayant de comprendre le refus, en jouant sur le volontariat. Oui. C'est vrai que moi j'ai vu des établissements, par exemple, où étaient installées des choses depuis longtemps, où moi j'ai vu un marché aux surveillances dans un établissement où des collègues mettaient leur post-it en disant mardi matin de 8 à 10, je voudrais faire une sortie, mais dans le même temps j'ai telle classe à surveiller, qui voudrait les prendre, etc. Et a priori ça donnait des résultats. On n'est jamais complètement dans l'esprit de tous les professeurs, mais ça donnait une dynamique intéressante. On a beaucoup de gens qui sont dans la pédagogie positive, hein. Persuasive et aimable, écoute empathique. Est-ce que là, Julien, vous auriez un peu un outil à nous proposer, une grille de lecture peut-être? Tout à fait. Il me manque juste une chose, mais parce que je pense que je vais le dire pour vous, mais parce que je pense que vous n'osez pas. Mais voilà, c'est ordonné. C'est-à-dire que je suis le chef, c'est comme ça. Je suis ton parent, tu m'obéis. Voilà. Il y a le côté ordonné, voire menacé. Hein, c'est une option. Ça fait partie des choses. Je ne dis pas que c'est des bonnes choses à faire. Je dis que c'est des choses qu'on a la capacité de faire. On en avait parlé un peu, hein. On rappelle que dans nos spécificités, et puis je crois qu'il y a des économistes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la théorie des contrats. Un léger coup de pression. Voilà. Merci Edith. Merci pour cette sincérité, hein, puisque en vrai, si jamais il y a un moment où on a un levier de rapport de force, de pouvoir, bah, il y a des situations où on l'utilise. Hein, il ne faut pas, ne soyons, enfin voilà, appelons un chat un chat. Et en fait, là, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'échelle décisionnelle. C'est les différents leviers pour justement faire quelque chose à quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions en collectif? Et je commence par le levier du pouvoir, puisque le pouvoir, ça marche plutôt bien. Hein. Le pouvoir, c'est je dis, tu fais, c'est comme ça. Voilà, j'ai la capacité, soit j'ai un rapport de force qui est favorable en ma faveur, soit j'ai un pouvoir, une autorité hiérarchique, une autorité parentale. C'est comme ça, je décide. Alors, à savoir, Julia, quand même que je sais que vous n'avez pas l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, elle existe quand même, elle existe très précisément dans un certain nombre de cas, et en particulier, je dirais, le pouvoir, moi, me semble, on pourra peut-être en reparler, mais aller de soi et même est absolument nécessaire quand on est en situation de crise. Et où là il y a une urgence et il va falloir aller vite et que faut l'avoir prévu, mais que chacun soit bien dans la logique, on va pas dans tous les sens, mais qu'en revanche on le sait bien, notre pouvoir réel et hiérarchique sur les enseignants est quand même, moi je pense que c'est la richesse de nos organisations, mais par définition limitée. Bien sûr. Mais ça fait quand même partie des leviers en règle générale pour faire quelque chose à quelqu'un, quel que soit l'environnement qu'on choisit. Et je dirais malheureusement, on peut être amené à dire à quelqu'un, vous n'allez pas en cours, la personne va dire si j'y vais, et il est dans un état par exemple éthylique, c'est déjà arrivé, et que là notre responsabilité, ne serait-ce que pour protéger chacun et la personne elle-même, eh bien d'ordonner avec tous les moyens nécessaires. Hein. Enfin, c'est les limites qu'on n'aime pas franchir de notre métier, mais vous avez tout à fait raison. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Mais du coup, enfin, avec de grandes responsabilités vient aussi un grand pouvoir. On a tendance à pas forcément le voir dans. Voilà, et Sophie nous dit, il y a peut-être à distinguer pouvoir et autoritarisme qui, à mon avis, sont deux choses effectivement liées mais différentes. Tout à fait. Je ne dis pas qu'il faut utiliser cette carte. Je dis juste que dans les leviers pour faire quelque chose à quelqu'un, ça fait partie des leviers qui existent. On a le pouvoir, on a la règle. La règle, c'est effectivement partagé partout, c'est transparent, le texte, le règlement, le cadre, la loi, la fiche de poste, pareil, qui est plus ou moins clair et défini en fonction des univers, etc. Vous avez, ce qui est beaucoup revenu, la négociation. La négociation, c'est du donnant-donnant, pas de concession sans contrepartie. Ça, c'est la règle absolue de la négociation. Hein. C'est vraiment, je concède quelque chose si j'ai quelque chose en retour.
et que c'est clairement défini. Et puis, il y a un levier qu'on connaît moins souvent, qu'on mobilise moins souvent, alors qu'il est pourtant, c'est pourtant le plus puissant, c'est la relation. Donc, l'échelle décisionnelle, ce sont ces 4 leviers-là dans lesquels on peut ranger en fait toutes les façons de faire quelque chose à quelqu'un, de prendre une décision en commun, d'influencer une négociation collective, etc. Quand on avait dit négociation, relation, quand on avait, est-ce que je comprends bien, quand on avait échangé ensemble, tu avais parlé de don. Est-ce que c'est à ce niveau-là que... Exactement. La relation, c'est le don. Alors, pour les fans de Marcel Mauss, vous allez vous retrouver ici. La différence entre la négociation et la relation, le don, c'est que la négociation, c'est pas de concession sans contrepartie, donc vraiment donnant-donnant, alors que la relation, le don, c'est inconditionnel. Donc, je reprends l'exemple de quand vous rentrez à la maison. Si jamais votre conjoint, enfant, chien, chat, ce que vous voulez, vous dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Outre le fait que si vous avez un chien qui parle, c'est impressionnant. Vous n'allez pas répondre, a priori, ça dépend. Est-ce que tu as fait la vaisselle? Là, on serait dans le registre de la négociation. Quand on parle de ça, c'est le registre de la relation, donc on est dans le don. C'est inconditionnel, je donne sans forcément savoir si je vais récupérer quelque chose, quand je vais récupérer quelque chose, de quelle façon, etc. Et le don, c'est un levier que vous avez beaucoup mentionné, mais dont on n'est pas forcément très conscient, on ne met pas forcément bien le mot dessus, alors que pourtant c'est hyper, c'est ce qu'on appelle un fait social total, c'est-à-dire que le don, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les sociétés, quelle que soit la culture, etc. Et c'est d'ailleurs le plus petit dénominateur commun social. C'est-à-dire que ce qui fait que la société tient, des fois on se dit que ça vient, c'est le pouvoir, c'est l'État, c'est la règle, la loi, etc. Alors qu'en fait non, ce qui fait que l'homme fait société depuis qu'il existe quasiment, puisqu'on est un animal social, c'est la relation, le don, l'entraide. Et ce qui est beaucoup ressorti dans ce que vous avez dit, c'est vraiment le volontariat, l'écoute empathique, trouver un sens dans l'intérêt collectif, voilà, avoir quelque chose qui est de l'ordre de... Et vous êtes dans des métiers qui sont dans lesquels on donne beaucoup de soi parce qu'on y veut un sens collectif, on donne pour les enfants, pour l'enseignement, pour participer à la société, etc. Et donc ça, c'est un levier qui est extrêmement important. Et chacun de ces leviers existe à sa place, a ses avantages et ses inconvénients. On en avait déjà parlé avec Pascal, mais le pouvoir, alors quand on a la possibilité de l'utiliser, c'est quand même vachement pratique, parce que le pouvoir, c'est rapide et efficace, hein. Sauf que vous avez bien mentionné, hein, c'est le risque de l'autoritarisme. Donc, qu'est-ce que ça produit, l'autoritarisme? Oui, Pascal? Oui, non, j'avais le sentiment pour compléter tout à fait qu'effectivement il y a un moment donné où j'ai l'impression que entre autres dans nos vies professionnelles, on arrive sur des établissements, on n'a pas obligatoire, on arrive avec souvent notre passé, quel qu'il soit, même si c'est notre premier poste d'adjoint par exemple et qu'on est stagiaire, on a vécu des établissements où il y avait des choses qui étaient faites dans le pouvoir, très clairement, j'entendais, voilà, on a des convocations, c'est comme si, c'est clair, il y a un certain nombre de règles qui sont tout à fait explicites, souvent, voire même on est quand même dans une structure qui a un management administratif relativement précis, on va trouver, je dirais même, on a parfois, et moi je m'en méfie toujours un peu, ce sentiment qu'il faut écrire les choses, c'est une demande importante et je crois que les structures qui écrivent trop, c'est les structures qui vont pas obligatoirement très bien. Il y a bien sûr des espaces de négociation et de relation, mais j'ai l'impression que le fait de parfois changer des choses autour du pouvoir en disant je vais peut-être instaurer quelque chose d'un peu plus horizontal à un moment donné sur des points qui étaient comme cela. Ne serait-ce que le fait que les règles bougent un peu, c'est là qu'on a l'impression qu'on ouvre un peu une sorte de boîte de Pandore qui serait la négociation et la relation. Mais j'ai un peu le sentiment aussi qu'il faut passer par là et donc pas obligatoirement en avoir peur si on veut que la structure évolue. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une structure dont le management serait essentiellement lié à du pouvoir et des choses qui seraient réglées et où tout le monde marcherait presque au pas, et peut-être une structure qui aurait peut-être un peu plus de mal à évoluer, tout ça étant lié à l'activité, hein. Ça me paraît une évidence que des militaires qui vont au conflit, faut à la fois qu'ils aient une capacité d'adaptation, mais enfin il y a quand même une logique globale qui est qu'ils respectent un certain nombre de contraintes très très fortes, quoi. Ou les pompiers sont aussi, quand ils sont en intervention, très fortement là-dessus.
Mais Tout est-ce à que c'est fait. pas un peu dans le changement que ça induit négociation? Alors complètement, on est dans un vrai bouleversement culturel des organisations depuis une quinzaine d'années quand même, hein, mais bon, tout n'est pas à la même vitesse, tous les environnements n'ont pas les mêmes enjeux et aussi il y a un bouleversement au niveau de la société, au niveau des organisations et puis au niveau des individus aussi. C'est-à-dire qu'on nous a quand même plutôt élevés dans une échelle décisionnelle qui allait plutôt dans ce sens-là, hein, plutôt du pouvoir puis la règle, puis la négociation, puis la relation. Si on avait pris ensemble avec Pascal quand on parlait l'exemple des grandes comment ça s'appelle? Ça y est, le mot m'échappe alors que pourtant qu'est-ce qu'on en entend parler, les grandes lois, les grands changements, les grandes réformes, voilà, les grandes réformes. Si je suis président, je veux faire passer une réforme, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, paf, je vais mettre mon petit 49.3, hop, ça ne marche pas puisque se met en place un contre-pouvoir qui va donc s'opposer à mon pouvoir, donc annuler ce levier-là. Bon, ben, je vais redescendre sur la règle. Quelle est la règle pour produire une norme? Eh bien, on va passer par l'appareil législatif qui bloque aussi. Donc, du coup, je vais redescendre le levier et aller vers la négociation. Et donc là, je vais inviter les partenaires sociaux à la table des négociations. Bon, quand on a commencé par le pouvoir, effectivement, ici, et qu'on a la règle, et quand les gens arrivent à la table des négociations, en général, ils sont un petit peu tendus. Voilà. Et donc là, quand on fait quand on prend l'échelle dans ce sens-là, on peut carrément faire une croix sur la relation, le don, le volontariat, l'entraide, la solidarité, etc. Parce que la relation, elle est trop dégradée pour pouvoir en arriver là. Et aujourd'hui, le changement culturel, il se fait que on encourage beaucoup les gens à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire à commencer par la relation, le don, travailler, le collectif, la coopération, etc. Et d'ailleurs, ça se sent bien dans tout ce que vous avez proposé pour comment est-ce qu'on fait faire quelque chose, beaucoup sur l'explication, le collectif, etc. Si ça marche pas, et si je prends un exemple, il faut travailler un week-end, un samedi à quelque chose, etc. Si je commence par le volontariat, ok, qui est ok pour être volontaire? Je commence par la relation, le don, l'entraide, la solidarité. Si ça fonctionne pas de concession sans contrepartie, très bien, vous allez travailler un week-end, mais vous allez avoir non pas un jour, mais 2 jours de récupération ou une prime spéciale, ou etc. Donc là, on active le levier de la négociation. Je peux aussi activer le levier de la règle. Écoutez, c'est dans les fiches de poste, c'est dans les obligations collectives qu'on fait tous un par an, tous les 2 ans, etc. Et dans l'équipe, il y en a 5 qui l'ont fait, 5 qui l'ont pas fait, donc ça va tomber sur les 5 qui l'ont pas encore fait. Et puis, si aucun de ces leviers-là ne fonctionne, je peux activer le pouvoir en disant, voilà, il y a un moment où c'est moi qui suis responsable du collectif, il faut que ça roule. Donc, il y a un moment, c'est comme ça, ce sera toi et toi. Mais je serai beaucoup plus légitime d'activer mon levier du pouvoir quand j'ai utilisé tous les autres leviers avant que si je rentre directement dans le pouvoir sans être allé chercher le reste. Puisque je pourrais dire, écoutez, je suis bien obligée d'activer ce levier puisque j'ai essayé de fonctionner par le collectif et ça ne marche pas. Donc, je suis plus légitime sur le fait de pouvoir activer mon levier. Alors un peu le sentiment que moi ça évoque deux choses. Ça m'évoque des temps où on arrive dans un établissement et où on découvre que la récupération du lundi de Pentecôte est quelque chose qui n'est pas connu par les professeurs et qui disent à un moment donné des rencontres parents-professeurs, il y en a tant, des temps collectifs, on travaille très bien ensemble, vous inquiétez pas. Et d'un seul coup, on édicte la règle et c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même très globalement autour des valeurs. Et je pense que l'un des moteurs, c'est bien effectivement l'élève, l'éducation comme facteur de progrès. Et on s'y retrouve. On peut aussi parler un peu de Sartre et du fait que derrière tout don, il y a peut-être un peu un égoïsme et vice versa, et qu'il y a une dialectique derrière ça. Mais concrètement, on voit bien que ça fonctionne et qu'on est quand même globalement des personnes qui, quand la règle a été écrite et qu'ils ne la connaissent pas intellectuellement, acceptent assez les choses. Moi, je me demande si aujourd'hui, sur certains domaines, on n'a pas un management, ne serait-ce que de notre institution. Très globalement, et si je prends l'exemple des mathématiques en termes de spécialité, de choix, etc., une démarche qu'on doit intégrer à un moment donné, qui est de dire on essaye un certain nombre de choses, et à la limite, la négociation, plutôt que d'être en amont, il y a une partie de la négociation qui va être différée autour d'une évaluation
méthode qu'on traduit en termes d'agilité et qui serait de dire de toute façon, essayons les choses et on négocie un peu au regard de ce qu'on a fait et que plutôt que d'être on théorise d'abord et on applique, je suis très très caricatural dans la façon de le faire, on va appliquer peut-être et le faire après. Et donc cette dimension un peu plus conative que cognitive quelque part, c'est-à-dire faisons et apprenons, je pense que c'est symboliquement aussi quelque chose qui est très très important et qui l'air de rien se traduit aussi dans la classe. C'est-à-dire ce mouvement-là, on le voit bien quand on parle de classe inversée. Enfin bon, et là-dessus, ça mériterait plus de précision, mais on n'est pas là pour ça. On voit bien qu'on est aussi dans cette dynamique-là et que dernier point, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en réalité, le pouvoir est un pouvoir très collectif dans un établissement pour un certain nombre de points, parce qu'il renvoie au conseil d'administration où le chef d'établissement a une partie du pouvoir, c'est que c'est lui qui a la main sur l'ordre du jour, etc. en grande partie. Mais en revanche, il n'a qu'une voix en tant que représentant de l'État et un tout petit peu de voix parce qu'il a voté sur les élus représentants des personnels d'éducation très clairement et d'enseignement, mais uniquement là-dessus. Et ça aussi, je pense qu'il faut, c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on fasse passer dans la culture de nos établissements. Je pense que c'est un peu différent du premier degré. S'il y a des collègues qui sont du premier degré, s'il y a des directeurs d'école qui sont avec nous, n'hésitez pas à indiquer qu'on en parle aussi. Mais concrètement, je pense que ça fait partie des choses qui se posent. Alors maintenant, si je suis, parce que par définition, je crois qu'on ne peut pas éviter la négociation ou le conflit. Moi, j'ai même toujours considéré, alors je sais pas si la phrase est bonne, mais une phrase que j'avais entendue, c'est que quand on avance, il y a des forces de freinage. Un inspecteur de physique qui nous avait expliqué ça, donc voilà, et qu'à la limite, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est inquiétant. Moi, j'avais plutôt l'impression que quand des choses se faisaient sans qu'on y réfléchisse, j'avais toujours un peu peur du côté complètement hors sol des choses et que derrière ça, je voyais c'est Abdou qui nous dit attention, si éviter une guerre, c'est on ne l'évite jamais, on la retarde et un peu ce sentiment. Et je vous dis même qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment parfois que il y a beaucoup de fatigue, de tension larvée dans les établissements et que le moment où tout ça pourrait se révéler peut être très compliqué à gérer. Mais on est face à une situation de négociation, on l'a identifié. Est-ce que là encore, Julien, il y a des étapes, il y a des méthodes de réflexion que tu pourrais nous conseiller? Déjà, cette échelle décisionnelle, elle s'utilise, elle peut se mobiliser pour le collectif, mais aussi pour l'individuel. C'est-à-dire que moi, je peux me poser la question, quel est le levier avec lequel je suis le plus à l'aise et quel est le levier que j'ai tendance à mobiliser le plus souvent? Parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup travailler sur la relation, sur on va se rendre service, on va s'entraider, on va être des gens qui sont beaucoup dans le don, etc., et qui ont du mal du coup à arriver dans la négociation et encore plus du mal à arriver sur le pouvoir à des moments où il faut trancher, où il faut justement dans ces moments un petit peu plus extrêmes se positionner. Des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec le pouvoir ou alors beaucoup plus à l'aise avec la règle parce que c'est un cadre, c'est su, connu de tous, etc. Donc ça peut être intéressant de se poser la question de moi, comment est-ce que je me situe par rapport à ces différents leviers avec lesquels je suis à l'aise et pas à l'aise, et du coup, où est-ce que potentiellement j'ai des choses à travailler. Et aussi, évidemment, le but de toutes les formations qu'on fait, en fait, c'est on mobilise nous beaucoup chez Alternego des grilles de lecture de la sociologie, psychosociologie, anthropologie, etc. Le but étant, alors pas de révolutionner la roue, puisque c'est compliqué, mais plutôt de mettre des mots sur des choses qu'on vit déjà. Et le fait de mettre des mots, ça permet de garder en fait un espace d'analyse entre tout. Soit est-ce qu'on vit au lieu de des fois avoir la tête dans le guidon et de perdre, de subir plutôt qu'agir, mais de pouvoir tout le temps mettre des mots sur ce qu'on vit pour justement se dire mais là en fait qu'est-ce qui se joue? Et donc voilà, dans un collectif, qu'est-ce qui se joue avec moi avec lequel je suis à l'aise ou pas, sachant que quand on parle de négociation ici évidemment, mais en fait la négociation évidemment elle va mobiliser le don, puisque si j'ai une bonne ou une moins bonne relation avec quelqu'un, ça va jouer dans ma négociation. De temps en temps, je vais mobiliser la règle parce qu'on a un cadre collectif, on a un projet d'établissement, on a des règles, etc. Et puis, on peut aussi, alors le pouvoir, ça peut se mobiliser aussi dans le sens de rapport de force. Et ça, je pense que par rapport aux représentants du personnel, aux parents qui peuvent arriver en masse, ou même aux différentes parties prenantes auxquelles vous faites face, il peut y avoir, sans forcément de pouvoir hiérarchique, par contre, un rapport de force qui se met en place. Donc, la négociation, en vrai, elle peut mobiliser tous ces leviers-là, mais c'est intéressant de les distinguer pour pouvoir les travailler séparément.
Et pour revenir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est ça qu'on travaille très peu, ou là, tout ce qu'on appelle les soft skills. Et j'en parlais avec Pascal quand on avait fait la préparation. Moi, je suis profondément, intimement persuadée que si tous les enfants d'une génération et tout le personnel qui encadre les enfants avaient des formations à la gestion de conflits pour travailler la relation et à la négociation pour qu'on parle tous dans le même vocabulaire et pour avoir une négociation dans le sens négociation partenariale, hein, vraiment dans ce côté expliquer, échanger, comprendre, etc. Ah, mais on changerait la société en une génération. Et c'est ça, en fait, qu'on nous apprend très peu à faire. Puisque ça, la société, la culture professionnelle nous a beaucoup appris à travailler avec ça et beaucoup moins avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le bas de l'échelle décisionnelle parce qu'on est beaucoup plus dans le participatif, etc. Sauf que ça n'est pas dû, c'est pas une évidence. La coopération, nous disons oui, il faut collaborer, etc. Mais en fait, on a aussi beaucoup de freins culturels au fait de mettre de la coopération spontanée en route, parce que on a beaucoup été élevé dans ce cadre-là. Et un peu le sentiment, je voudrais pas me décrédibiliser complètement, mais moi j'en suis intimement persuadé, c'est que là, si je cherchais un peu les failles de ce qu'on est en train de dire, on a l'impression qu'on peut être dans une sorte de rationalité très forte dans laquelle l'affectif ne serait pas. Et moi, j'ai du mal à me dire à un moment donné que quand une collègue ou un collègue rentrait dans mon bureau, il n'y avait pas quelque chose qui était du domaine. Alors, je suis pas très formé en psychologie, donc excusez-moi si je dis n'importe quoi, mais qu'il y avait des choses qui étaient peut-être du domaine de l'inconscient très fortement, qui fait qu'avec telle personne, j'allais me sentir assez naturellement à l'aise, et qu'avec telle autre personne, d'un seul coup, il y avait des choses qui m'échappaient un peu. Alors, je sais pas si je l'appellerais ça du domaine de l'affectif, mais qui faisait que, à un moment donné, voilà, les choses étaient peut-être plus compliquées de ma part. Je sais pas si de l'autre personne ça l'était. Et donc cette dimension un peu de l'affect. Alors chez Synlab, on aime beaucoup Edgar Morin, qui était dans les personnes qui ont aidé à la fondation lorsqu'il était encore en vie de Synlab, et qui ont posé très fortement la dimension affective dans l'acte de pédagogique. Alors Sophie dit c'est de l'intuition. Alors je crois que l'intuition, c'est un peu la répétition en fait de l'expérience qui fait qu'on a la bonne intuition. Je crois que ça a été beaucoup étudié dans ce sens-là. Mais donc je rejoins peut-être Sophie, mais voilà, ta réaction, Julia, et tu as le droit de dire que je suis dans l'aberration totale, mais on a un peu préparé quand même. Je triche un peu. Non, mais évidemment que on a alors déjà, on a des biais. Hein, je ne sais pas si le thème des biais cognitifs, vous avez pu le traiter dans d'autres. Alors de toute façon, toutes les personnes ne suivent pas tous les espaces, hein, donc faut pas hésiter à revenir. En tout cas, c'est vrai que nos biais cognitifs, donc tous nos stéréotypes a priori, etc., nous poussent vers des facilités ou non par des comportements des personnes qui sont plus ou moins proches de nous, dans lesquels on se reconnaît plus ou moins, ou dans lesquels justement on ne sait pas comment les prendre. Et là, c'est justement, on sort un peu de de la négociation pour entrer dans la relation. Qu'est-ce qui se joue dans la relation? Et il y a... hop, je vais vous faire... Je suis vraiment extrêmement douée en dessin, j'espère que vous appréciez mes œuvres. Il y a dans toutes les relations professionnelles 3 composantes qu'on a tendance un petit peu à mélanger. En général, il y a le problème, c'est-à-dire de quoi on parle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quel est le sujet qu'on doit gérer. Il y a les personnes, c'est-à-dire avec qui je dois gérer ce problème, ma relation, sa personnalité, la mienne, notre historique. Et il y a le process. Le process, c'est le cadre. C'est quel est mon mandat, ma marge de manœuvre, les processus de prise de décision, le cadre, les limites, etc. Et en général, quand on se retrouve dans une situation de blocage, vu que si je réduisais vos titres à la substantifique moelle, j'aurais tendance à dire que potentiellement, le titre de votre fiche de poste, c'est « trouveur de solutions » parce que vous faites face à des problèmes tout le temps et qu'il faut faire entrer dans des ronds, dans des carrés, donc faisons ça. Voilà. Et donc, on a tendance à rentrer un peu bille en tête dans le règlement du problème, alors que parfois, le souci, il n'est pas forcément dans le problème, et le problème, il est lié à comment je négocie pour trouver une solution qui arrive à combiner des intérêts divergents. Mais parfois, il est dans la règle, donc c'est le process.
Est-ce que j'ai la marge de manœuvre? Est-ce que j'ai les moyens de ce qu'on me demande de faire? Et puis, parfois, hop, le problème, c'est la personne. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer. Et c'est ce dont Pascal parlait tout à l'heure de s'il y a quelqu'un à qui je suis à l'aise ou pas, en fait, on parle de la relation. Et quand on parle d'une relation qui est bonne, là, tout va bien, on n'en parle pas, en fait, quand c'est bien et que ça se passe bien. Mais puis c'est plutôt quand on en parle, quand ça se passe pas bien, à savoir quand il y a un conflit, quand il y a une tension, quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et donc là, c'est un problème de personne, et c'est ça qui est intéressant dans ces 3 P. Hein. C'est vraiment, encore une fois, un outil très simple, mais qui est intéressant parce que, composante. 3 composantes de la relation professionnelle, parce que quand j'ai quelque chose qui coince, peux me poser la question de, en fait, qu'est-ce qui coince vraiment? Est-ce que c'est vraiment le problème qu'on a à régler, ou est-ce qu'en fait, c'est juste la relation que j'ai avec cette personne qui se passe pas bien? Et effectivement, si notre échelle décisionnelle, on la prend par le bas et qu'on travaille d'abord la relation, donc ce que vous avez dit, hein, l'écoute empathique, l'intérêt collectif, le sens, le volontariat, et je pense que vous avez tous pu expérimenter que quand on a des collectifs super soudés, avec beaucoup d'entraide, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup de dons, hein, l'entraide, le don, la solidarité, tout ça, c'est juste des synonymes. En fait, on a beaucoup moins de problèmes parce que les gens vont donner sans forcément compter. C'est ce qu'a montré le Covid. C'est-à-dire que j'essaye d'appliquer un peu, et à la sortie du Covid peut-être, mais très clairement sur le Covid, on a bien vu que les établissements où la base, où les valeurs partagées autour de l'élève, même si on peut avoir des visions un peu différentes de ce qu'est un élève, mais on voit bien que très clairement, effectivement, là où les enjeux de personnes, il y a eu une énergie assez phénoménale, voire même qu'il a fallu réfréner, hein, parce que au tout début, il y avait des profs qui étaient encore à 3 heures du matin qui disaient je dors plus parce que je réponds, je prépare, j'envoie, je fais des vidéos, etc. Je pense qu'il y a eu la question aussi, il me semble, moi je trouve ça inspirant parce qu'effectivement il y a un moment donné où on a normé, où on s'est permis d'écrire, et puis il y a effectivement derrière tout ça une vraie problématique qui était la continuité des apprentissages des élèves, et je pense qu'aujourd'hui la question elle est inversée dans un autre cadre, et je crois que c'était un peu la dernière fois, ou non plutôt autour d'un atelier, on se disait qu'effectivement quand on parle de résilience par exemple et de ce retour, alors à une normale qui est peut-être pas la même, ou à une norme qui est peut-être pas la même exactement de celle qui était avant, parce qu'on est assez persuadé que je pense que on va reconstruire peut-être qu'il y a un gap là en termes de nouveautés, mais il est très clair qu'effectivement on le voit bien sur ces questions-là. Si on parle de ce retour à la normale, il nous semble assez nécessaire de bien prendre en compte les personnes avec toute la fatigue, la diversité de ce qu'elles peuvent vivre. Je pense qu'en plus la crise ukrainienne rajoute une dimension de stress encore plus grande. Bien indiquer un process qui est peut-être de dire on va y revenir peu à peu, et il s'agit pas de reprendre obligatoirement tous les projets d'un seul coup, voire même d'autres, etc. Et effectivement de centrer sur comment et revenir aux apprentissages des élèves, parce que je pense que le problème in fine qui peut nous réunir, c'est bien celui-ci, même si là je pensais à un autre cas, et je le vois bien sur ces composantes et dans les actualités qui vont venir assez vite, il y a aussi la question du plan de formation individuelle d'une personne, qui peut tout à fait, en général, on a tendance à dire, alors suivant les établissements, on essaye d'édicter un peu une règle, un process, qui est de dire voilà comment vous demandez, et en général, il y a une sorte d'habitude qui tend à dire vous avez le droit à peu près une semaine ou 3 jours, ou enfin voilà, un nombre d'heures, on a un peu une cote mal taillée, mais qu'effectivement on voit bien que si on s'intéresse qu'au process et qu'on oublie les deux autres parties du cercle, par définition, il y a le problème qui est la globalité des formations pour l'établissement, et puis le problème individuel de la personne, il me semble bien. Et là, on voit bien aussi qu'effectivement, suivant le moment de carrière, suivant la dynamique de la personne, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir 10 jours d'absence, et sans que ça joue vraiment sur ni l'établissement, ni bien sûr les apprentissages des élèves, et qui d'autres, le problème n'est pas là. Donc je pense qu'effectivement, moi je trouve c'est intéressant d'avoir cette grille en permanence pour se poser un peu. Et si j'entends bien, ça veut dire que effectivement on peut prendre le temps de la réflexion et de l'écriture, enfin je dirais d'avoir un peu cette grille en tête, mais aussi d'avoir un peu systématiquement mettre des mots dans chacun des camemberts. C'est un peu ça l'idée, si j'entends bien. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul, parce que souvent, quand on a plein de gens qui viennent nous voir et beaucoup de sollicitations, beaucoup de négociations, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit, moi, je passe chaque heure à négocier, chaque élément, on sent même une certaine usure, mais parfois, en fait, c'est juste
parce qu'on avait quand même pas mal parlé de ce sujet entre à quel moment je suis dans une négociation, à quel moment je suis dans un conflit, et à quel moment ici, ce sont les outils de la gestion de conflit que je dois mettre en place, hein, que je dois utiliser, qu'est-ce qui se passe, alors que quand je suis ici, là, c'est vraiment les outils de la négociation classique, hein, j'ai envie de dire. Et quand je suis dans le process, c'est se poser la question du mandat, de quel est mon mandat, quel est le processus de prise de décision, quel est le cadre sur lequel on peut se baser, parce que des fois, c'est tout bête, on bloque ici. Enfin, on bloque ici parce que ici, ça marche pas, en fait. Ça ne nous permet pas, on n'a pas de moment où on peut se rencontrer. Vraiment, il n'y a pas de solution, entre guillemets, parce que nos cadres ne se recoupent pas. Donc, du coup, on ne trouve pas de problème. Et donc, du coup, ça tend la relation parce qu'on a l'impression que l'autre est de mauvaise foi, etc. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure sur comment est-ce que je sais que je suis en négociation ou en conflit, la grosse... le pas que je passe quand je sors de la négociation pour rentrer dans la négociation conflictuelle ou dans le conflit, c'est quand il y a les émotions qui s'invitent à la table. C'est vraiment ça, et sauf que dans le monde professionnel, les émotions, on nous dit qu'elles n'ont pas trop leur place, on nous apprend pas trop à les gérer, à leur laisser de la place, alors qu'en vrai, on peut pas vraiment faire autrement. On est des gens, les émotions sont là et on nous apprend pas trop à les gérer, et surtout les accompagner chez les autres. Parce que quand il y a des personnes qui ont, notamment suite à la période qu'on a vécue, beaucoup donné par rapport à d'autres, hein, il y a toujours ce côté-là, mais moi j'ai donné plus qu'eux, etc. Et donc quand j'arrive pour négocier une heure, un horaire, un planning, une sortie, n'importe quoi, je vais arriver avec ce poids du don que j'ai fait, et donc quand je suis dans la négociation, la personne, elle n'arrive pas forcément à la table de la négociation qu'avec de la négociation, mais en mettant le poids du don qu'elle a fait. Alors, pour elle, ça devient un argument. Oui. Et même le sentiment que parfois elle attend un don. Là, si je prends un peu l'actualité des établissements qui va devenir de plus en plus présente, et sur laquelle on peut, j'ai le sentiment, on est dans une relation duale, je pense, en termes d'orientation avec les familles. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a l'élève, il y a maman, papa, parfois d'autres responsables bien sûr de l'enfant, et que tout ça, il y a des enjeux interpersonnels, je pense, entre chacun. Il y a des représentations sociales. Enfin, il y a effectivement des questions majeures. Mais moi, j'ai toujours un peu le sentiment que quand on était face à ces temps-là, d'une part, effectivement, si le process avait été clarifié tôt et qu'on expliquait les choses et qu'on expliquait même à quel moment. Enfin, moi, je sais que je me permettais quand j'étais chef d'établissement de préciser aux familles et de dire si vous êtes venu à tous les temps, si le professeur principal me dit que il a discuté, échangé avec vous, sauf si on est dans l'aberration vraiment totale et qu'on en est sûr, mais à un moment donné, il n'y a pas de raison que la décision ne penche pas côté famille parce que en termes d'orientation, c'est vous qui allez assumer la difficulté en prime abord, et que si votre enfant arrête ses études sans avoir été diplômé, on sait très bien que c'est le cercle proche qui peut poser les choses. Je dis ça dans des grandes lignes et ça a été nuancé suivant les situations, mais je pense que d'avoir clarifié le process dès le début faisait qu'on était beaucoup moins dans le conflit. Mais parfois le sentiment un peu des parents qui pouvaient dire, mais à la limite, moi, il y a des professeurs qui me disent en disant faut que vous rencontriez telle maman parce qu'elle m'a dit, mais de toute façon ça vous coûte rien de dire oui, de dire non, et je trouve que ça fait écho, mais un peu toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de non visible. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a souvent, quand on se retrouve sur de la négociation ardue, voire quand les émotions sont fortes, on voit des gens pleurer, enfin bon, ou peut être très dur émotivement au niveau émotion, les fins d'année, les sorties de conseils de classe, et ces semaines là, on reçoit les familles à qui on a dit non pour savoir si ça va en appel ou pas. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une partie un peu, je sais pas si on peut dire immergée, non visible, et dans quelle mesure on doit essayer de la comprendre, parce que là on rentre dans le vécu un peu des familles, on rentre dans des intimités, on sort un peu de notre simple mission parfois. Justement, et ça recoupe avec le sujet de la négociation. Alors je vais vous faire un magnifique iceberg, hein, voilà, ceci est un iceberg, hop, avec de l'eau.
En fait, ça permet à la fois d'adresser une partie en tout cas de la gestion de conflit, ou en tout cas quand on est dans vraiment de la relation qui se tend, de recentrer sur ce qui est vraiment important dans la conversation. Puisque dans une négociation, il y a toujours la position, parfois même la revendication. Revendication, pardon. Revendication. Excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que c'est une position, une revendication? C'est ce que je demande. Voilà, et ça, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais peut-être prendre tout ça, mettre sur une nouvelle page propre. Voilà. La revendication, c'est donc ce que je demande. Je vais prendre un exemple vraiment très bête, même si ça ne s'applique pas vraiment à vous, puisque vous avez un système d'évolution et de points qui est différent de celui du privé. Mais si jamais quelqu'un va voir son patron et lui dit « Voilà, chef, je veux être augmenté. » Voilà. Je veux être augmenté, c'est ce que je demande, c'est ma position. Si jamais c'est moi qui fais la demande et que mon chef me dit « Ah, bah écoute, Julia, je t'aime bien, j'aimerais bien, mais non, parce que… » Alors, Julia, je pense qu'on peut le transposer, nous, sur quelque chose qu'on appelle le PPCR, où on met des niveaux d'évaluation en termes des compétences dans un certain nombre de domaines, et que, alors, c'est à la fois sur le plan pécunier, mais aussi sur le plan symbolique. Il y a un niveau qui correspond, je dirais, à vous faites très efficacement votre métier, puis il y a un niveau qui correspond à vous le faites de manière exceptionnelle. Et souvent, les professeurs sont très sensibles quand ils font très très bien leur métier, mais qu'on n'est pas dans le niveau exceptionnel, sachant qu'en plus il y a des quotas en creux qui font que, par définition, n'étant pas non plus l'école des fans, il n'y a pas de raison qu'on mette exceptionnel à tout le monde. Et ça, on voit vraiment un certain nombre de personnes qui vraiment se réagissent fortement à cette question-là. Bah là, on revient vraiment dans cette notion on est en train de négocier une évaluation, mais en fait, c'est le don et la relation qui parlent. Hein. C'est j'ai fait un don, ce don qui est inconditionnel, mais à un moment, j'attends un équilibre de ce don pour que notre relation soit équilibrée et que je ne me sente pas frustrée, lésée, etc. J'ai besoin qu'il y ait un équilibre du don qui arrive plus tard. Moi, j'ai donné toute l'année. Il y a un moment, même si j'ai pas donné toute l'année pour avoir cette évaluation-là, et bien, quand cette évaluation arrive, j'estime que le don que j'ai fait doit justifier un contre-don pour équilibrer la relation. Et quand on arrive ici, donc sur notre position, donc il y a ce que je demande et il y a mon intérêt, c'est ce qui est vraiment important pour moi. Et le problème, en tant que négociateur, pas ce qui est intéressant pour la personne avec qui je négocie, mais plus moi en réalité, pourquoi là, si j'entends bien, hein, je sens que ça me crispe, voire que je me sens un peu moins dans la maîtrise, et c'est là qu'on peut s'en sortir en se posant un peu cette question-là. Est-ce que c'est ça parce qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on a tous vécu des moments où on avait l'impression que notre énervement avait été trop fort, qu'on était allé trop loin, et par expérience, le retour en arrière est jamais un chemin immédiat et complètement facile. Voilà. Ben, en fait, ça c'est plutôt pour, dans la négociation, pour essayer d'éviter d'arriver à la négociation conflictuelle, c'est justement de bien distinguer les deux. Parce que il y a toujours ce que je demande, moi, ça s'applique à moi, ça s'applique à la personne en face de moi, ça s'applique au collectif en face de moi, si jamais c'est un collectif qui me parle. Le collectif où la personne a toujours des revendications. Il y a toujours quelque chose qu'elle va demander, qu'elle va, voilà, c'est une solution. J'ai un problème, en général, c'est ça. J'ai un problème et il y a une solution. La solution, c'est plus d'heures, plus d'argent, plus de budget, voilà, n'importe. La question, c'est que en général, les personnes, elles s'ancrent sur leur position, et plus la négociation devient conflictuelle, plus on se tend et on se rigidifie sur ma position, ma revendication et sur ce qui dépasse de l'iceberg. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller sous l'iceberg et de dire très bien, ça c'est ce que tu me demandes, mais pourquoi est-ce que tu me le demandes? Et ça, c'est, bon, je pense que si vous avez fait des formations en communication, etc., évidemment, les questions ouvertes sont les plus efficaces, mais alors le pourquoi, c'est la question magique à tout. Hein. Il y a la règle des 5 pourquoi, vous savez, c'est si je pose 5 fois la question à quelqu'un, je vais vraiment arriver à toujours toucher vraiment la vraie essence
du problème que la personne a en face de moi, alors que de base, quand on a tendance à se rigidifier et à rester centré sur plutôt, enfin, à s'entrer dans le conflit et à se laisser envahir par nos émotions, notre frustration, notre colère, etc., on s'ancre de plus en plus sur la position jusqu'à parfois perdre de vue mon intérêt. Je sais pas, oui. Et donc, je retiens un peu cette. Il nous reste. Allez, 10 minutes, on va dire. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le webinaire hein, si vous avez des points que vous voulez qu'on évoque, hein, très clairement. Je vois que Jeanne le propose. Mais j'entends effectivement cette question du pourquoi et j'entends ce conseil, moi, qui me semble tout à fait intéressant de dire je peux essayer plusieurs fois de le poser, de dire mais pourquoi effectivement pour bien essayer de comprendre la situation et l'enjeu pour chacun, ça me semble tout à fait intéressant. Est-ce qu'à un moment donné et nous on le ressent tous, alors c'est un peu compliqué mais il y a quand même des situations alors où d'abord le conflit peut devenir tellement fort, moi je l'ai vu entre collègues hein, c'est-à-dire on parlait de relations d'époux, de mariage tout à l'heure. Souvent, j'étais toujours un peu étonné qu'on tombe assez vite quand on faisait des formations sur des jeunes collègues qui parlent du couple qu'ils font avec le chef d'établissement, qui quand on est stagiaire est loin d'être complètement facile, d'autant plus que le chef d'établissement peut plus ou moins participer à l'évaluation de la titularisation du jeune collègue. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement forts et c'est des périodes où quand même on a à acquérir des compétences, un positionnement assez rapidement. Donc tout ça c'est pas toujours simple. Et cette relation-là à quel moment on se dit peut-être, alors je sais pas si la question peut être posée comme ça me paraît peut-être un peu trop simpliste, mais là on est rentré dans le conflit, je sens bien que les choses échappent et cette médiation, ce tiers, hein, dont on sait bien que dans les relations de couple, il peut être tout à fait utile à un moment donné, et que c'est toujours dommage de ne pas l'avoir utilisé si le chemin commun avait pu continuer. Enfin, c'est un peu ma perception. Mais dans quel moment on se dit avoir un tiers, chercher un collègue, il y a souvent un inspecteur référent dans certains établissements. Enfin bon, comment se positionner et est-ce qu'il y a des signaux? Est-ce qu'il y a, enfin voilà. Ou est-ce que ça peut être un signe de faiblesse pour l'autorité, avec votre expérience de médiation à la fois interpersonnelle, mais aussi de médiation collective? Alors, moi, je suis médiatrice. Alors, je vais vous dire que la médiation, c'est merveilleux, forcément. Il y a aussi une question Anton. Alors, sur la médiation, en fait, elle se situe ici, la médiation, en général, parce que, médiation, voilà. Elle se situe à ce niveau-là sur l'échelle décisionnelle, puisque en général, si on prend ça on peut l'appliquer à un couple, on peut l'appliquer à des collègues, on peut l'appliquer à des enfants qui jouent dans la cour, des enfants alors plus petits que ceux qui sont au collège, mais admettons, ils sont dans la cour et tout se passe bien. Donc, tout se passe bien dans la relation le don, ils vont se prêter leurs jouets. Ensuite, admettons, il y a un ballon et il y a une équipe qui veut jouer au ballon prisonnier et une équipe qui veut jouer au foot. Donc là commence la négociation puisqu'ils ont des intérêts opposés avec une seule ressource limitée. Et en général, à ce moment-là, ils commencent à rentrer dans la négociation conflictuelle puisque les émotions, la frustration, la colère s'invitent à la table. On commence à se battre. Et souvent, c'est ce moment-là où, paf, on passe directement au pouvoir puisqu'on demande à l'arbitre, la figure d'autorité, le surveillant, le professeur, etc., de venir trancher. Et donc, l'autorité, elle va trancher en soit confisquant l'objet de la discorde, soit en décidant, écoutez, là, vous commencez à jouer au foot et après, vous ferez du ballon prisonnier ou autre. Et donc, il tranche. Tout comme pour un... Alors ça peut être notre rôle de chef d'établissement, hein, et on est amené parfois à trancher, et je trouve toujours ça sain, et j'ai même le sentiment quand on passe à un management un peu plus horizontal que ça génère une période où à un moment donné, pour plein de raisons, comme tu l'as dit, vont apparaître des conflits, vont se révéler ouvertement les conflits entre des duos de personnes de manière très très étonnante. Enfin, moi je l'ai vécu systématiquement dans 3 établissements à peu près la même période. Je devais générer ça un peu à un moment donné, et qu'on attend qu'on tranche. Alors on peut être tenté un peu, je crois que c'est Salomon qui dit coupons l'enfant en deux et chaque maman potentielle repart avec sa moitié.
Je trouve c'est très intéressant parce qu'on voit bien que c'est pas la bonne solution et que voilà, chacun prend sa part et c'est rarement la bonne solution. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour nous quand on doit trancher entre deux personnes qui par ailleurs ont des arguments qui sont intéressants. Est-ce que ne pas trancher est un risque pour un chef et va se traduire par à nouveau des conflits qui reviennent? Alors, la médiation est en cela différente du fait de trancher, puisque la médiation, c'est de la négociation accompagnée. C'est un tiers neutre, impartial, qui vient juste prendre en charge le process dans la relation pour que les personnes elles se mettent d'accord toutes seules sur leurs problèmes relationnels et sur les sujets qui les opposent. Comment est-ce qu'on trouve une solution ensemble? Et il prend le process et dans ce cadre-là, il prend en charge l'organisation logistique et le process de communication. Puisque le tiers neutre, il est là pour permettre à chacun de remettre en place du dialogue quand les gens n'arrivent plus à se parler. Donc, si on ne se parle plus, on peut forcément pas trouver de solution. Donc là, si j'entends bien ce qu'on est en train de se dire, c'est tout ce qui est médiateur de cours pour les élèves, par exemple, où là, il y a un certain nombre d'associations qui proposent des choses assez finement posées. Je pense entre médiateurs de la relation entre parents, parce que des conflits entre parents, il y en a de plus en plus. Médiateurs entre parents et établissements, par exemple. Médiateurs entre collègues, là, ça me semble un peu plus difficile à réfléchir facilement parce qu'il y a cette question du tiers. Et si j'entends bien du tiers extérieur, enfin par définition, le tiers est voilà. Ça peut être une personne interne qui est formée, mais ça peut être juste le fait que, comme on a plutôt l'habitude de faire relation, négociation, conflit, et paf, aller chercher l'arbitrage auprès du pouvoir, on peut venir vous chercher avec la casquette de l'arbitre pour trancher. Et puis vous pouvez aussi dire, vous allez un peu vite en besogne, vous n'êtes pas passé par la case médiation, et dans ce cas-là, faisons intervenir un tiers que vous jugez tous les deux acceptable. Alors peut-être qu'en tant que chef d'établissement, ils vont trouver que ce soit logique que ce soit vous, ou peut-être qu'ils vont préférer que ce soit quelqu'un qui soit plus un peu à côté de votre organisation, ou carrément externe. Mais bon, externe, il y a aussi un sujet de budget. Donc, et peut-être que même au sein de vos organisations, il peut y avoir des personnes qui sont formées et qui passent d'un établissement à l'autre quand il y a besoin, etc. Alors effectivement, ça peut exister. Hein, je pense dans certains domaines, il y a des chargés de mission, il y a des, suivant les structures, je suis tout à fait d'accord. Je vois Anne qui dit pourtant les signalements pour harcèlement sont les plus souvent entre collègues. Là, en revanche, j'entends la question du harcèlement et bien sûr, il y a la présomption d'innocence qui est une base très très importante de notre fonctionnement démocratique, enfin du respect humain, ça me paraît une évidence. Dans le même temps, moi j'aurais tendance à dire là, nous en tant que personne qui a le pouvoir de protection ou le devoir de protection, je pense que moi je l'entends dans les deux sens. Ces questions-là doivent très clairement nous interroger, et il ne faut pas qu'on hésite à référer là à d'autres personnes, et je pense entre autres aux inspecteurs, à faire des écrits et à poser les choses, parce que moi je suis assez persuadé qu'il n'y a pas de raison que nos établissements scolaires ne soient pas des lieux où le harcèlement entre adultes existe comme par ailleurs, et où ça crée, on le sait bien, des souffrances, des dommages à long terme qui nécessitent qu'on s'en empare. Hein. Ça, je dirais, c'est presque un autre thème qu'il faudrait qu'on aborde à un autre moment. Mais là, j'allais dire, moi, j'essaye toujours de différencier un peu ce qui est du domaine du fonctionnement un peu habituel, de la dynamique qui est très exceptionnelle, si je peux me permettre, autour de ça, parce que voilà, pour l'avoir vécu sur mes dernières années de carrière, là, on a vraiment le sentiment d'ouvrir une porte, et j'entends bien, donc inspecteur RH du rectorat, enfin, il faut trouver les bons contacts, et ça dépend un peu de chaque établissement. Voilà, les bons leviers, mais ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, il y a nécessité enfin, on est tous persuadés, mais de pas être dans la minimisation de ce type d'éléments. On sort de la négociation quand on est dans le harcèlement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, puisque le harcèlement, c'est quand même une relation qui dérive complètement, et on se retrouve beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que si les personnes sont plus outillées et plus à l'aise, et plus aussi qu'elles ont des leviers internes plus identifiés pour aller adresser ces sujets qui sont relationnels, en fait, on va le prendre beaucoup plus tôt
Et évidemment, comme tout ce qui est prévention des risques, hein, le plus on met des choses en place pour éviter que les risques apparaissent et voire aboutissent à des crises, le mieux c'est. Donc, oui, je pense. Je pense qu'il y a. Moi, je suis tout à fait d'accord. On avait exprimé un peu ensemble la notion même de garde-fou à un moment donné, ou de barrière. On sait très bien que plus on a mis de barrières, moins les gens tomberont des balcons, et que se confronter à la barrière, ça fait partie un peu des jeux de chacun, mais que dans le même temps, il y a rien de pire que s'il n'y a pas de barrière, et je suis tout à fait d'accord. Là, j'allais dire, Julia, je pense qu'on se doit quand même un peu de respecter les horaires. Moi, j'entends merci beaucoup, parce que j'ai l'impression là qu'on a eu quelques outils simples. Alors, je rappelle à chacun que ces échanges sont visibles pendant un certain temps pour les abonnés de ManagerEduc, pour le moment à durée. D'autre part aussi, ces échanges vont faire l'objet d'une synthèse. Merci beaucoup à Julia et peut-être à Guénolé qui vont nous faire une grosse partie de la partie rédactionnelle. Julia, si tu veux bien prendre un petit temps pour relire tout ça avant que ça soit mis en ligne. Généralement, on essaye de faire ça dans les 10-15 jours. Généralement, on arrive à faire mieux, mais on essaye de faire ça assez vite. Et puis, merci beaucoup, parce que j'ai l'impression que là, très sincèrement, et encore aujourd'hui, moi j'ai eu quelques éclairages je me dis, de quelques outils simples, qui fait qu'à un moment donné de s'arrêter, on se dit tiens, là la situation, je sens que je sors un peu de mes zones où je suis très confortable avec l'expérience, et nos métiers sont tellement passionnants que on vit toujours des choses nouvelles, et de se dire à quel niveau je suis en termes d'échelle décisionnelle, où je suis dans la composante des 3P, qu'est-ce qui est du domaine de ce qui se joue vraiment et de ce que je vois, dans quelle mesure je suis en train de bouger, dans quelle mesure moi aussi ça fait appel à des choses qui sont peut-être un peu du domaine aussi de mon ego, etc. sont des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes. On verra, Julien, mais je pense que on est en train de se dire qu'il faudra pas qu'on hésite l'année prochaine, parce que là il y a de plus en plus d'abonnés sur ManagerEduc, j'ai la petite minute commerciale, et que je pense que la logique un peu de réflexion spiralaire, et qu'on revienne un peu sur des problématiques en ayant une phase 2, une phase 3, nous paraît des choses intéressantes, et je pense que le thème qu'on a évoqué aujourd'hui mériterait bien plus de temps. Sophie nous dit quel succès, j'espère que nous avons été utiles. Un grand merci, Julia. Et puis si je peux juste conclure sur ce sujet-là, mais comme tous les autres en fait, et je pense que beaucoup des sujets dont vous parlez, c'est beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills, hein, et en fait le plus gros sujet, c'est je suis plus à l'aise sur la gestion des conflits, je suis plus à l'aise sur la négociation quand je suis bien avec moi, quand je suis solide à l'intérieur de moi. Si moi je suis pas solide, si moi je suis pas à l'aise, c'est très compliqué de pouvoir aller vers l'autre. Si l'autre en plus est tendu, agacé, etc., et que il faut faire en plus le travail pour deux. Donc, et ce sentiment qu'on ne s'autorise peut-être pas assez, et toute la problématique aujourd'hui, on le voit bien, de la fatigue des cadres et des professeurs, à se dire là, c'est bon. Moi, je l'ai toujours dit aux personnes avec qui je travaillais, CPE, adjoint, sur les relations par exemple conflictuelles avec les familles, parce que ça peut être très compliqué et très difficile à vivre, de dire je passe la main, non pas je m'en débarrasse, mais bien je sens que là ça se tricote mal, et que essayons de retricoter, de réexpliciter, et comme on le disait, c'est pas complètement de la médiation, on passe à autre chose, et même quand on est chef d'établissement, on a toujours des personnes, ne serait-ce que l'autre chef d'établissement, même qui est dit adjoint, ça fait partie de ses missions aussi, de se dire à un moment donné, soit on le fait à deux, soit on le passe, mais oui. Très bien. Merci beaucoup de ce temps de grand éclairage. On a dépassé de 5 minutes. Voilà. Et puis on pourra en parler pendant des heures. Voilà. Je rappelle que pour ceux qui voudraient lire un petit peu, Alternego a une chaîne YouTube, je crois. Il y a un blog, il y a une chaîne YouTube. Il y a plein de contenus qui sont accessibles gratuitement si vous voulez un peu approfondir tous ces sujets de dialogue social, de gestion de conflits, de négociation. Voilà, il y a pas mal de choses accessibles. Voilà. Et on souhaite à ceux qui sont en vacances bientôt et ceux qui seront en vacances un peu plus tard, des très très belles vacances. Je rappelle que nous, ManagerEduc, on a pas mal publié de choses aussi autour de prendre soin de soi, et je rejoins la conclusion. C'est très très clairement, il faut qu'on s'autorise à prendre soin de nous, surtout en cette période compliquée, et je pense que ça va durer encore un petit peu. Et puis je dirais à bientôt. Alors il s'en est, Anton nous dit oui, dans 2 jours, donc
super pour lui. Et puis pour les autres, bon courage. Et puis on se retrouve, je crois, dans 3 semaines. Et n'hésitez pas à nous faire vos remontées, parce que je rappelle qu'on est dans une dynamique de co-construction et que s'il y a des choses qui vous ont déplu en particulier, n'hésitez pas à nous le faire remonter via Manageduc, la partie rédactionnelle. Merci encore beaucoup, Julia. Et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée.